que pose, que pose la littérature. Et donc, il nous a semblé que c'était intéressant d'ouvrir ces réunions maintenant de fond à tous ceux qui étaient intéressés par la réflexion sur la littérature, d'où l'objet aujourd'hui, le style aujourd'hui. Alors le style, la musique, le phrasé, est-ce que ça peut être autonomisé par rapport à la vision du monde euh, qu'on a et qui s'inscrit dans la littérature? La littérature, est-ce qu'elle est la compréhension, est-ce qu'elle est la transformation du monde et en même temps un travail sur et dans la langue? Et si oui, comment s'articule cette compréhension du monde et le travail sur la langue? Est-ce que l'écrivain enrichit toujours la langue pour transformer finalement notre vision du monde? Alors, je crois qu'enfin, il sera nécessaire de se mettre d'accord sur la définition du style. Pour ma part, j'en tiens pour un travail dans la langue et sur la langue. De mon point de vue, ce travail sur la langue et dans la langue est absolument inséparable du contenu littéraire qui, comme le rappelle Finkielkraut dans l'après-littérature, qui est un livre de déploration qui vient de sortir par rapport à la littérature, mais qui a un mérite, c'est de rappeler qu'en fait, la littérature concerne toujours une histoire précise, dans un domaine précis, une mise en scène d'un destin concret, plus qu'un discours abstrait sur le monde. Voilà, je partage ce point de vue. C'est-à-dire qu'il s'agit bien de parler d'une histoire concrète qu'on exprime dans une forme qui est un travail sur la langue et dans la langue. Alors, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il en est de cette question depuis la fin du XIXe siècle, date à laquelle la littérature commence à devenir un objet théorique à part entière. Avoir un style, c'est parler au milieu de la langue commune un dialecte particulier, unique et inimitable, et cependant que cela soit à la fois le langage de tous et le langage d'un seul. Cette expression, je la reprends dans un livre qui vient de paraître il y a quelques mois, un livre de Gilles Philippe qui s'appelle Pourquoi le style change-t-il et qui a été publié aux Impressions Nouvelles. Je ne saurais trop vous le recommander. Moi, en tout cas, il m'a passionné. Parce que Gilles Philippe, dans ce livre, insiste sur le fait de l'évolution chez un même écrivain du style. Et cette transformation touche finalement, je dirais, l'abord de la réalité par cet écrivain. C'est-à-dire l'abord de la réalité est transformé au fur et à mesure de la vie, et en même temps, le style est transformé. C'est-à-dire le style se coule évidemment dans cet abord de la réalité. Et ça, c'est important. Alors, je voudrais citer Rémy de Gourmont qui, en 1900, disait qu'en fait, le mythe de la singularité de l'auteur qu'il défendait était fondamental. Or, cette phrase que je vous ai citée, pourquoi le style change-t-il, montre bien qu'il y a une singularité de l'auteur. Et s'il y a une singularité de l'auteur, il y a une singularité de son style, évidemment. Au nom de quoi un auteur, aussi singulier soit son style, ferait-il l'économie des influences socio-historiques qu'il subit et de son rapport avec le monde? Philippe démontre dans ce livre, par exemple, que Flaubert n'a pas seulement le monopole du discours indirect libre. Jane Austen, La Fontaine usèrent de ce discours indirect libre, mais il démontre que l'usage qu'il en fait peut aussi s'expliquer par un contenu esthétique qui est propice à son développement après 1850. Et là, il dit lassitude envers les longs passages de dialogue qui semblaient à la fois trop artificiels et trop théâtreux. Donc, changement de forme, évolution de la forme, sous les coups de la réalité, sous les coups de la transformation de la réalité. Attrait pour des textes plus lisses, sans jointure, mieux fondus. Et à partir de 1830, le monde romanesque est devenu bruyant. Je trouve cette analyse assez juste. C'est-à-dire que cette évolution du style est assez intéressante.
parce que ce bain auditif impressionniste que le discours indirect libre rend perceptible dit autant l'abîme psychique du personnage en proie à des désirs contradictoires que le monde des machines générées par les prémices de l'ère industrielle. En tout cas, on peut en faire l'hypothèse. Alors, quel style, au fond, dirait le monde d'aujourd'hui, mais en même temps, le projet de sa transformation? On pense d'abord à disons, à l'apparition de ce qu'on a appelé, à propos de Marguerite Duras, du mal écrire. Duras, au fond, a radicalisé la pratique du mal écrire avant qu'elle ne devienne finalement la norme. Mais je pense aussi à l'éclatement de la phrase célinienne, qui, d'une certaine façon, subvertit les formes traditionnelles pour dire un projet souvent nihiliste. Et puisque moi, je suis très attaché à la subversion que Céline a introduite dans la forme littéraire, je pense que cette subversion est liée, je dirais, à son projet politique. Je ne vais pas en dire plus parce qu'il faudrait faire une analyse de fond de Céline. Je fais allusion là d'ailleurs à quelque chose que je tire du livre de Taguieff sur l'œuvre de Céline. Mais je prendrai un autre exemple, la phrase de Modiano. Est-ce qu'elle n'est pas celle qui se coule le plus facilement dans l'errement nostalgique des thèmes de la mémoire? Bon, il y a un livre de Modiano qui vient de paraître, j'ai presque fini sa lecture, et je dois dire que chaque fois, on est pris par un style, une musique, un phrasé très particulier. Et ce phrasé correspond bien à l'importance de la mémoire. Il y a quelque chose d'homogène entre ce phrasé et le déroulement, au fond, le déroulement presque, je dois dire, erratique. Je veux redire le mot erratique de la mémoire. Et je prendrai pour finir un exemple avec l'auteur portugais António Lobo Antunes. Je pense que c'est une traduction, évidemment. Moi, je le lis en français, mais je pense qu'il est l'écrivain portugais qui a le mieux saisi la situation du Portugal d'aujourd'hui, aussi bien la splendeur d'hier et l'angoisse d'aujourd'hui. Et comment il fait du point de vue de l'écriture pour nous donner cette impression de prendre en compte, je dirais, le développement historique, le continuum historique d'hier jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, il me semble, il le dit lui-même, que écrire pour lui, c'est une drogue. C'est comme une drogue. Et il dit lui-même, dans une interview qu'il avait donnée, qui avait fait un livre paru chez Bourgois, on commence juste pour le plaisir et on finit par organiser sa vie autour de son vice, comme le drogué. Telle est la vie qu'il mène, dit-il, et il ajoute, même mes souffrances, je les vis comme un dédoublement. L'homme souffre et l'écrivain se demande comment utiliser cette souffrance dans son travail. Je crois que la langue se fait porteuse de la manière dont l'écrivain se confronte avec un réel qu'il aimerait contribuer à transformer grâce à la littérature. Et je crois que c'est ça qui nous est proposé aujourd'hui avec cette réflexion sur le style et compte tenu de ce qu'est le contenu du style. Alors, nous allons entendre trois personnes. D'une part, Fulvio Caccia, membre de notre comité, qui va confronter le style à sa modernité en interrogeant les conditions de son avènement et la manière dont il se transforme aujourd'hui sous l'influence de nouveaux impératifs numériques. Je rappelle que Fulvio est l'auteur d'un livre qui s'appelle Diversité culturelle vers l'état culture, publié chez Laborinthus. On entendra ensuite David Ferré, président du comité de traduction du Pen Club, membre de notre comité directeur, qui abordera pour sa part le style par le biais de sa traduction. Traduire le style, une littérature impossible. Voilà comment il introduit un peu son propos. Je rappelle qu'il est directeur des collections et traducteur littéraire chez Actualité Éditions, dédié au théâtre contemporain hispanophone. Et enfin, on entendra Fabienne Leloup. Fabienne Leloup poursuit cette interrogation sur les traces de Paul Valéry, avec une introduction qui sera intitulée Le style vrai, pour une perception poétique et mythologique du monde. Elle est l'auteure de Corps fantôme, publié chez Ramsay en 2019, et je viens de recevoir d'elle son dernier livre, publié chez Ramsay, qui s'appelle Entre elle et lui. Alors je passe tout de suite la parole à Fulvio.
Merci à tous. Bonsoir. Alors, je vais aborder la question du style à l'épreuve de sa modernité. Le style, donc, porte-t-il en lui une vision du monde? Comment l'écrivain y participe-t-il alors aujourd'hui, alors que son support principal, le livre, est en déclin? Alors, par sensibilité et tempérament, je mettrai ces questions en discussion par une approche transdisciplinaire, car le style commande de s'intéresser à tous ces aspects et notamment aussi à son étymologie. Bien sûr, le style donc, d'où vient le style? Vous le savez tous, le style dérive de stylet, ce poinçon qui permettait d'écrire en gravant de la cire. Mais le poinçon n'est rien sans les tablettes de cire qui, reliées entre elles par une cordelette, formaient le codex, l'ancêtre de notre livre moderne. Plus pratique et plus rapide et plus maniable, le stylet couplé au codex permettait aux Romains une pratique de l'écriture plus intime, prise de notes, correspondance. Ils étaient moins contraignants, le stylet avec le codex, que le voluminème dont il fallait dérouler l'encombrant rouleau. C'est une mutation technique majeure. Deux tableaux que vous pouvez voir, je pense, Colette va les montrer, illustrent cette mutation. Il s'agit donc de la Sappho de Pompéi qui mordillant, c'est un tableau très connu, ça c'est le couple, mais la Sappho, c'est une jeune femme qui réfléchit à ce qu'elle va écrire. Et là, elle tient dans ses tablettes, elle tient donc le stylet dans sa bouche, comme un écrivain d'aujourd'hui, avec ses tablettes. Voilà, vous la connaissez, c'est un tableau très célèbre de l'Antiquité romaine, retrouvé à Pompéi il y a 2 siècles. De même que le couple que vous allez voir, bien, ce couple, ce sont des 2 boulangers, et vous allez remarquer que la femme a le codex dans les mains, tandis que l'homme a, vous voyez, bon, voilà, l'homme a le voluminème dans ses mains. Hein. Le voluminème est plus officiel et le codex plus intime. On sait quel usage fera Saint Paul du second pour étendre le christianisme naissant. Il sera à cet égard le premier styliste de l'ère nouvelle, au sens propre et figuré, faisant du grec bâtard de ses épîtres la référence à partir de laquelle s'élaborera une nouvelle esthétique dite messianique, pour lui, une nouvelle poétique. Je renvoie à cet égard au passionnant commentaire que lui dédie Giorgio Agamben dans un livre qui date déjà, mais qui est très intéressant, qui s'appelle Le temps qui reste. La loi mosaïque, vous le savez, est représentée gravée dans le marbre. En le réinterprétant à travers un nouveau média, un nouveau style, le christianisme allait l'étendre, fondant l'universalisme, ainsi qu'une nouvelle vision du monde attachée à une nouvelle temporalité dans laquelle nous sommes encore. Alors, il y a du bruit, je pense. Bon. Je pense qui... Bon, ben, je continue. C'est la thèse de Régis Debray dans Dieu, un itinéraire. La cible visée étant bien sûr le corps du nouveau croyant qu'il s'agissait de domestiquer, d'influencer et de convaincre. Mais pour ce faire, il convient d'y mettre les formes et plus encore de les trouver, en particulier celles qui rassemblent et ressemblent au lecteur et retiendront son attention. Le style, donc, serait, par analogie, l'esprit de la forme. Antoine il a fait référence, ou du moins l'une de ses composantes au moment où celle-ci advient, se réalise. Alors peut-être il faudrait que tu donnes un exemple. Alors, voilà, je vous répondrai par la voix d'Arletty, qui rétorque à Louis Jouvet, dans un hôtel du Nord de Marcel Carné, le fameux film que tout le monde connaît. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Prenons cette réplique au pied de la lettre. Elle illustre de façon exemplaire l'exigence de la forme à l'égard du style pour perdurer et devenir inoubliable, comme l'est cette réplique et comme l'est le film de Carné. Cette exigence est évoquée dans un essai de jeunesse de Walter Benjamin à propos de l'idiot de Dostoïevski,
où il écrit que la vie du prince Mychkine doit rester inoubliable, même si personne ne s'en souvient. Écrire donc contre l'oubli, tout contre, pourrait-on ajouter en paraphrasant Sacha Guitry, cela veut dire intégrer le style à l'oubli, tout en le révoquant comme mouvement, l'obligeant de la sorte à se transformer, c'est-à-dire à se mouvoir de l'intérieur. Le style authentique serait donc ce mouvement interne conservé au sein de la forme, devenu fixe et donc réalisé. Ce paradoxe du mouvement correspond stricto sensu à la définition qu'Aristote donnait de l'âme, ce qui se meut en nous et qui anime et s'anime en tant que souffle de vie, si l'on se réfère, bien sûr, à la triple étymologie latine, grecque et hébraïque, anima, psyché et néphès. Mais outre nos organes, qu'est-ce qui est en mouvement en nous? Eh bien, c'est l'émotion qui le contient dans son orthographe même, motion. C'est d'ailleurs l'émotion qui nous fait réagir plus que les idées. Dans son dernier essai, Les épreuves de la vie, l'historien Pierre Rozan-Vallon en fait la démonstration pour la société. Mais en littérature, c'est sans doute l'essayiste québécois Robert Richard qui en parle le mieux dans un essai remarquable intitulé « L'émotion européenne ». Il s'appuie notamment sur les œuvres de Dante et de Sade pour démontrer comment leur style singulier met sous tension la langue pour travailler l'émotion. Ainsi surgissent de nouveaux rapports, de nouveaux usages entre les individus, afin qu'ils deviennent vraiment républicains. Je vous renvoie au texte de Sade à cet égard. À ce stade, certains d'entre vous se demanderont si ces propos n'ont pas des connotations sexistes. Méfions-nous encore une fois des lieux communs. Et l'herméneutique médiévale nous donne des clés à cet effet. Alors comment? Alors, outre le sens littéral, le style véritable oblige le langage à s'ouvrir sur 3 niveaux de signification. Le sens allégorique, moral et anagogique. L'étymologie de ce dernier terme, d'ailleurs, veut dire justement mouvement vers le haut. Ces sens ne sont pas séparés, ils sont en homologie, comme ceux auxquels nous renvoie l'analyste Henri Godard. Pour ce sociolinguiste, cité par Deleuze et Guattari dans leur essai sur Kafka, le langage a 4 fonctions, vernaculaire, véhiculaire, référentielle et mythique, fonctions qui correspondent à autant de langues, d'espace et de temps. Par conséquent, on pourrait affirmer que le style originel et original met en résonance en même temps ces niveaux comme une seule expérience spatio-temporelle. Telle est la puissance du style véritable, devenu inoubliable. Et qui n'a pas vécu cette expérience troublante de lire dans un livre son histoire propre à l'instant T? Mais pour que cette identification puisse échapper à la dérive du lyrisme, elle doit appeler l'interprétation. Hélas, aujourd'hui, ce désir d'interprétation est mis hors jeu devant les dictats des faits qui imposent leur vérité. Est-ce que c'est vrai ce que vous avez écrit? Cette question innocente, du point de vue du lecteur, sonne comme la fin de la littérature, l'apocalypse à l'oreille de l'écrivain. Que faudrait-il répondre? Comment expliquer le second degré dès lors qu'il ne s'agit plus d'interpréter nos émotions, mais de témoigner par un simulacre de l'objet qui l'a suscité? Face au Parthénon, par exemple, ou à la Mona Lisa, l'image de l'objet du désir et du spectateur suffit à prouver sa vérité. Cette permutation, je continue, de l'intime vers l'extérieur se fait par le déchaînement de l'image au sens propre et figuré, laquelle hier encore était rattachée à la chaîne de l'écrit, à l'histoire. Mais attention, cette prolifération ne crée pas de mouvement, bien au contraire, elle suspend la faculté de jugement et pétrifie celui qui le regarde. Dès lors, le style de l'écrivain consistera à opérer une formidable bascule mettant en mouvement les images à l'intérieur de la conscience individuelle pour réactiver la métaphorisation du langage, bref, sa symbolisation.
Et c'est d'ailleurs l'invitation à laquelle nous conviait déjà Michel Tournier il y a plus de 40 ans dans son admirable essai Le vent paraclet. Mais comment réaliser ce genre de style aujourd'hui, alors que l'ouragan des images souffle avec une violence et une intensité sans précédent? Alors, que faudrait-il faire, hein, se demanderait-on. Il ne revient plus à l'écrivain de fracasser les tables de l'écrit sur le veau d'or, mais bien de réinventer, je cite, une nouvelle narration universelle globale qui dépasserait l'incommunicabilité de notre moi. C'est cette narration plus arborescente et complexe qu'Olga Tokarczuk, dans son discours du Nobel de littérature en 2019, appelle de ses voeux. Elle s'appuie sur la tendresse, vertu cardinale del dolce stil novo, contemporain, et de son tendre narrateur. Tendre narrateur, c'est le titre de sa communication au Nobel. Mais comment, me direz-vous, la mettre en pratique alors que prolifère la littérature 2.0, l'écriture transmédiale et intersectionnelle et autres avatars de l'autofiction? Plutôt que de savoir ce qu'est la littérature, quelles en sont les catégories intrinsèques, les valeurs, l'heure est à se demander ce que peut la littérature, par quels moyens, avec quels effets et avec quelles limites. C'est la conclusion à laquelle aboutit le chercheur Alexandre Geffen dans un formidable, excellent essai intitulé « L'idée de littérature » qu'il a publié il y a quelques mois seulement. Et celui qui a anticipé ces impératifs il y a longtemps et de façon exemplaire est un auteur qui est mort il y a 700 ans tout juste. C'est Dante Alighieri, qui avait compris qu'à son époque, que la langue qui émeut désormais n'est plus le latin ou le grec, écrit vaille que vaille par les clercs, mais ce vernaculaire qui en était issu et que le nouveau-né, je cite, boit avec le lait de la nourrice. Et c'est la langue de l'amour qu'il fixera dans ce dolce stil nuovo, inaugurant de la sorte la modernité en littérature. Sa méthode est très simple. Elle est contenue dans son De Volgari Eloquentia, son art poétique. Inventer, comparer et traduire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il constate qu'il n'y a pas de langue commune et Dante établit donc l'inventaire de celles qui sont pratiquées par ailleurs dans les cours les plus importants de son époque. Il les compare ensuite pour en retirer la substantifique moelle qu'il s'agira ensuite de traduire et donc de trahir dans un nouveau style dont le référent n'est que lui-même, l'écrivain devenu personnage, anticipant de la sorte, quelques siècles plus tôt, l'autofiction. Cette subjectivation simile touche un nouveau public lettré en train de se former dans les cités-États de la péninsule. C'est le public de lecteurs bourgeois. D'autres poètes feront leur miel de ce principe simple et efficace. Joachim du Bellay, par exemple, l'appliquera avec à propos dans ses défenses et illustrations de la langue française, inspiré, sinon piraté, d'un livre du Phénicien Speroni. Mais à cette différence près par rapport à Dante, est que la langue auquel il convie ses pairs, c'est la langue que nous parlons, est désormais la langue de la loi, la langue d'un État en devenir, l'État-nation. Aujourd'hui, nous sommes au bout de ce cycle. Au moment où on exige de l'écrivain, justement, non plus le jamais dit, mais qu'il rende belle la répétition, aide l'individu à se confondre en paix dans la joie avec l'uniformité de l'être. Vous aurez reconnu une citation sans doute de Kundera, sans doute, elle est de Kundera dans Le Rideau. Hein? Alors, que faire? Moi, je suis de ceux qui croient que le nouvel environnement numérique, malgré ses dérives, peut permettre cette littérature monde souhaitée par Goethe. Mais encore faut-il la défamiliariser la langue, la réinscrire dans l'histoire longue qu'est la sienne pour reconnaître les auteurs et les styles qui font justement la jonction critique entre tradition et modernité. À ce stade, à cet égard, l'interprétation et la commerce des idées, comme le stipule d'ailleurs l'article 2 de nos statuts au Open Club, sont indispensables afin que l'espace littéraire
redevenus transculturels puissent enfin mieux respirer. Je vous remercie. Fulvio. Merci Fulvio. Alors, je passe tout de suite la parole à David Ferré, puis ensuite on discutera après que David et Fabienne nous aient proposé leur réflexion sur le style. David, c'est à toi. Merci Antoine, bonsoir tout le monde. Très content de vous retrouver, même si c'est par écran interposé. Bien, j'ai essayé d'élaborer quelque chose très rapidement sur la question du style et de la traduction. Je ne sais pas très bien si cela sera suffisamment éloquent, mais en tout cas, deux points ressortent de ce que je viens d'entendre déjà entre Antoine et Fulvio. C'est qu'effectivement, la question du style en traduction relève bien d'un travail dans, moi je dirais au-dedans de la langue, et non pas sur, mais au-dessus de la langue. Et c'est pas juste pour jouer sur les mots, bien que. Et pour ce qui concerne l'intervention de Fulvio, merci Fulvio, comme toujours, la question de la subjectivisation, qui s'oppose radicalement à la question de l'appropriation culturelle aussi, est un point, je trouve, saillant dans la question stylistique en traduction aujourd'hui. Et je l'aborderai très rapidement. Je vais donc vous lire cette petite présentation que j'avais appelée La volonté de dire en littérature ou bien traduire le style, une écriture impossible. Je commencerai par une citation de Méchonic, d'Henri Méchonic, qui est la suivante. Les ruses du signe, les ruses de la raison, ce sont les mêmes. Le poème en a l'habitude. À force de les lui faire, on ne la lui fait plus. Le signe est très fort, mais comme Goliath. Le poème ressemble à David. J'entends par là que le style en traduction, et là c'est moi qui dis, ne relève pas du signe mais d'une autre question qui dépasse la dimension rhétorique, phrasée, éloquente, en faveur du champ de la mimésis au sens aristotélicien du terme. À une époque bien ambiguë, où les traductrices et les traducteurs sont davantage visibles dans la chaîne du livre, mais aussi dans le processus littéraire du traduire, vous remarquerez donc que je commence tout de suite en posant le cadre suivant, la traduction versus le traduire de Méchonic. Il m'a semblé intéressant d'interroger le style par le biais de la traduction. Traduire est-il encore utile? Qu'est traduire au XXIe siècle, au cœur de l'ère mass média et postmoderne? À l'aune de notre temps, technologique et spirituel à la fois, les écritures d'ailleurs, si ce n'est depuis un point de vue thématique et documentaire, apportent-elles autre chose, quelque chose de plus que les écritures qui naissent en langue française et dans l'espace francophone? Questionnement choquant si l'on considère la traduction comme la condition nécessaire à la circulation des idées, favorisant la connaissance du monde et l'ouverture des frontières, mais aussi comme marchandisation des libertés individuelles et collectives. Il n'en demeure pas moins vrai que traduire peut relever d'un autre lieu, stylistique, plus incertain, et que plus qu'un rapprochement socio-culturel, traduire produirait un écart, le style comme une étrangeté au-dedans de la langue et sur la langue. Saint Jérôme, que nous avons célébré hier, définissait la traduction comme un transport. Du reste, c'est bien ainsi qu'est née la traduction sous l'Empire romain. En effet, petit rappel, dans le théâtre romain, traduire revêt une fonction identitaire, celle de s'approprier les dieux grecs. Des commandes sont passées à Livius Andronicus, dit le premier traducteur, officiel. Ce sont des traductions de textes grecs, car Rome fabrique alors l'image d'une Rome victorieuse mais alliée. Et l'analogie contemporaine n'est pas des moindres. Une Rome hellénisée. Le latin s'ajoute au grec et ne lui fait pas concurrence. La traduction permet aux Romains de s'approprier ce que l'extérieur a de mieux, la poésie grecque et ses enjeux, en y calquant sa propre forme linguistique, du style. Pourtant, uertere en latin, qui peut s'entendre par traduire, correspond davantage à une adaptation, où le style est donc majeur. Les Romains réécrivent les récits grecs, ils ne les interprètent pas, usant du procédé de contamination d'une pièce à une autre, pour en constituer une autre quasiment sous forme de mosaïque. Aujourd'hui, l'actualité fait encore du traducteur un passeur, de la même façon que sous Rome, mais il s'agit d'un rôle de technicien qui le réduit, et je cite Méchonic à nouveau, à une fonction d'informationnisme. Elle réduit la traduction à un pur moyen d'information. Du coup, la littérature tout entière est réduite à de l'information, une information sur le contenu des livres. Je ferme la citation. La langue acquiert une fonction réductrice, fatigue, et le style en est la forme, efficace selon le commanditaire, lui-même uniformisateur des cultures. L'opposé du cosmopolitisme. Elle devient instrument et elle n'agit plus. Elle cesse d'être action. Je parle de la traduction. La traduction relève donc d'outils différents selon les époques et en cela elle colporte des valeurs différentes. Si l'on s'en tient à la traduction entendue comme un transport, un déplacement entre une source et une cible, le style, la forme, en serait le garant, l'unique garant.
Mais traduire est aussi un espace de formation de la pensée et de la langue. Et en cela, elle fait œuvre de connaissance, pas autant pour les idées qu'elle véhicule que la forme qu'elle s'emploie à créer. Nous pensons donc que la question du style est d'ordre politique et se trouve, j'insiste, dans l'action de la langue, de la traduction, condition incontournable pour faire littérature si ce n'est poésie. J'essaierai de partager ici en quoi l'action constitue le style de la traduction contemporaine, à savoir comment le ton, les contrastes, peinture et musique en fin de compte, constituent le style de la traduction. Et je cite Marcel Proust dans son Contre Saint-Beuve, même quand l'oiseau marche, on sent qu'il a des ailes. Il est d'usage de considérer une bonne traduction celle qui ne fait pas entendre son rythme, son phrasé, sa syntaxe, ses vocables comme venant d'ailleurs, mais comme un texte fluide à lire pour un lecteur cible. La langue dite cible doit avaler, elle doit dévorer la langue dite source, comme si l'origine devait se déplacer dans le texte en langue française pour ce qui nous concerne. Un grand problème. Cet axiome permettrait donc à l'artisan du traduire de devenir poète de la traduction, puisque le poème y serait sensible, tangible, et qu'il ferait œuvre précisément de style. Il s'agit là d'un des éléments majeurs, il me semble, de notre sujet, le poème comme matériau, comme synesthésie de la langue, entendue comme style du traduire, comme espace non sécurisé, je reprends la préoccupation de Malik Diarra à ce sujet, de la traduction et du style, à savoir, et pour être plus direct, que le style d'une traduction ne devrait pas dépendre de sa réception, de sa cible, mais d'elle-même en tant qu'entre-deux esthétique de la traduction. Le style en traduction ne traduirait peut-être pas tant la littérature, le texte littéraire, qu'il ne rendrait impossible l'appropriation par autrui de la singularité originelle, de sa singularité originelle. C'est toute la dimension de l'étrangeté qui se joue là, bien au-delà du style entendu comme dispositif communicant, de communication, ou bien comme figure de style, qu'elle soit classique, contemporaine ou industrielle. Or, cette étrangeté-là semble ne pas trouver place dans l'appareil éditorial d'aujourd'hui. Avant d'avancer davantage, je voudrais évoquer deux points majeurs. Un surtout, celui de l'appropriation culturelle et celui de la censure qui relève d'une approche plus idéologique de la traduction entendue comme volonté de dire le monde. La première renvoie à la fusion entre le sujet écrivant, Barthien, et les sujets locuteurs, les personnages selon les thématiques et les époques traitées. Cette injonction d'un sujet unique, dans le monde de la traduction, renvoie sans doute à une volonté de justice, mais pour ce qui est donc de la question de la traduction, elle relève d'un cadre déceptif du traduire, à savoir que seuls les sujets concernés par le sujet traité pourraient en être porteurs. Ainsi donc, ce qui marque la richesse autant sémantique que stylistique de la traduction est aboli d'un coup d'épée. D'autre part, les textes qui passent dans notre appareil éditorial par la traduction sont éminemment filtrés et seules des stylistiques bien précises, relevant de sujets souvent uniformes, faisant fi de la singularité d'une œuvre bien au-delà des représentations que l'on peut se faire d'un pays et de sa littérature, nous parviennent. Il existe donc une censure esthétique quant à la singularité stylistique d'une traduction, prenant en compte la tension entre l'image que l'on se fait d'une littérature, si ce n'est nationale, linguistique, et le groupe récepteur, cible, dit-on, qui la reçoit. Ainsi donc, c'est bel et bien le signe qui semble nous orienter. Le signe et ses intraduisibles. Le signe, en linguistique et pour rappel très rapide, relèverait d'une dualité, connotation et dénotation. C'est cette dualité que la traduction devrait transporter, hypothèse, sans l'abolir, en l'adaptant à la stylistique contemporaine de la traduction. Or, cela pose de nombreux problèmes, autant idéologiques que techniques, car la linguistique et la langue ne semblent pas faire bon ménage. Quant à la technicité de la langue, si la sémantique peut relever de ce champ, il semble que sa morphologie nous interpelle davantage, sa dénotation. Traduire relève surtout du ton et de la forme. Non pas les tonalités des personnages ou des paysages, mais de l'écriture en tant que sujet. C'est là que se trouve, je crois, le véritable enjeu de l'altérité dans le traduire, toujours en mouvement, de son propre style. Car si le style tel que la littérature a voulu en hériter depuis Flaubert, il me semble qu'aujourd'hui, une œuvre fait œuvre de traduction quand ce qui est traduit construit une composition alinguistique, synesthésique, à savoir qu'elle produit une expérience non pas du monde, mais de soi, un nouveau rapport avec la langue même. En cela, l'objection préjudicielle de M. Morin deviendrait un gain, un nouvel apport en ce sens qu'elle apporterait un style autre au texte traduit. Le style, eh bien, puisqu'il est question de préjudice, je vais vous proposer un petit détour par le VEP, vocabulaire européen des philosophies, de Barbara Cassin,
Le style désigne à l'origine, merci Fulvio, le poinçon pour écrire et sa pointe, avant de s'élargir à la manière qui caractérise, à la maniera qui caractérise un individu, du langage au comportement. 3 acceptions. 1. Style et rhétorique, je ne reviendrai pas dessus. Style et historique de l'art, les catégories qui servent à délimiter les styles de l'art dans l'histoire, je ne reviendrai pas dessus non plus. Et enfin, le style comme marque du sujet. Le style, c'est l'homme même, M. Buffon nous disait cela, mais Lacan rajoutera que l'homme à qui l'on s'adresse. Le style, c'est l'homme à qui l'on s'adresse. Ainsi, le style renvoie, entre autres, à la double acception de maniera. La manière qui caractérise l'artiste lui-même et celle qui se présente comme une catégorie rhétorique du tableau lui-même, si on parle de peinture. Transposé dans le domaine de la traduction, nous oscillerons dans une double tension, la manière qui caractérise l'auteur et celle du traducteur, traductrice, et celle qui construit, rhétorique, le texte premier tout comme le second. C'est là que la linguistique est insuffisante et que la langue, faite de mots comme des matériaux bruts, devrait nous orienter vers une stylistique du traduire. En tout état de cause, cette entrée VEP nous permet d'envisager le style en traduction comme une tension double et par conséquent implique une action, des actions à remettre, à retrouver dans la langue en traduction, au-dedans de cette langue, au-dessus de cette langue. Il y a donc création littéraire, il y a action, il y a mimésis aristotélicienne quand il y a style en traduction. Ainsi donc, la vision intérieure du réel, construite par le prisme autant structurel que stylistique d'un texte, définirait le style du traduire, d'un texte en traduction. Plus qu'un dispositif, le style serait une matière disposée de telle sorte qu'elle serait action, motrice, flux et souffle, mimétique. En cela, elle appartient autant à l'œuvre première qu'à son double, la traduction. Et en cela, le statut de la traduction aujourd'hui dans notre appareil éditorial annule, tue la traduction dans ce qu'elle a de plus littéraire. Le style, qu'il soit pris dans un mouvement endogène ou exogène de l'œuvre, n'a pas pour fonction de dire le monde, il n'en est pas moins une impossibilité. Il en est sa condition, mettant en œuvre une synesthésie propre à la littérature entendue comme œuvre de connaissance, de soi au monde, et non pas du monde en soi. Merci. Merci David. Maintenant, on va entendre Fabienne. Fabienne Leloup. Oui. Bonsoir. Bonjour à tous. Alors, en fait, je vous ai demandé de participer et je voulais d'abord ouvrir par une remarque personnelle qui va permettre de rebondir sur ce que vous avez dit. Je me suis fait souvent la remarque ces temps-ci qu'on parle beaucoup finalement du fond des livres et très très peu de la forme et du style. C'est pour ça que ça m'intéressait particulièrement d'être parmi vous. Et surtout, en fait, toute cette vague depuis l'autofiction, tous ces livres en fait, qui parlent évidemment le consentement, l'inceste, les familles dysfonctionnelles, etc. On a l'impression qu'en fait, ils sont choisis justement par rapport à une thématique psychanalytique. Et en fait, on ne parle jamais de style. Enfin, en tout cas, j'entends très peu de journalistes, même quand je lis de la critique littéraire, qui parlent vraiment du style. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment une remarque personnelle, une ouverture. Alors, le style, deuxième remarque personnelle avant de revenir un peu sur les traces de Valérie. Cette remarque, c'est que le style, au départ, c'est quelque chose de très concret. C'est la marque d'un écrivain, c'est le style, on le voit d'ailleurs dans l'illustration avec Sappho. C'était vraiment en fait ce qui permettait finalement de mettre une trace dans une tablette. C'est un poinçon, une sorte d'estampille. Donc c'est quelque chose finalement de très physique. Donc peut-être que le style, c'est aussi l'inscription corporelle de l'écrivain dans le texte. Ce corps qui me semble aussi aujourd'hui dématérialisé, peut-être aussi presque détruit. En tout cas, remis en cause. Donc, mettons derrière l'expression vision du monde et style, vision humaniste, philosophique, politique. En articulant en fait ce style et vision du monde qui est l'enjeu de ce débat, j'ai pensé à Valérie, effectivement, et à son concept de voix, d'où ce troisième point,
il m'a semblé que chaque écrivain essaye de trouver sa voix VOIX et voix VOIE, et que peut-être le concept que l'on trouve dans les cahiers de Valérie, dans tous ces textes critiques, alors qui sont bien sûr liés à la poésie, mais qui sont liés pour moi en fait à la littérature, ce concept de voix est peut-être un concept qui permet de subsumer ces concepts justement de style et de vision du monde. Donc j'ai trouvé chez lui en fait une définition du style, justement, alors, que je vous propose pour la réflexion. Pour lui, en fait, il y a 3 types de styles qu'il appelle premièrement donc, le style banal. Alors là, ça rejoindrait ce qu'a dit tout à l'heure Antoine Spire sur Duras, c'est-à-dire ce qu'il appelle le style ordinaire. Et ensuite, il y a aussi ce qu'il appelle le style recherché, mais presque ampoulé, l'écriture artiste. Et pour lui, en fait, il y a ce qui est vraiment justement le style vraiment littéraire, ce qu'il appelle le style vrai, qui est celui qui permet de donner sa voix au langage lui-même, qui est ce qu'on pourrait appeler aussi, de façon plus simple, ceux qui nous écoutent, la voix intérieure de l'artiste, de l'écrivain. Et en fait, Valéry était très marqué par l'armée. Il a écrit un essai avorté vers 1897. Et donc, je vais vous lire quelques citations. Il dit « Écrire comme le langage se forme ou se déforme, user du langage dans l'état ou le sens de sa génération, écrire près de la source. » Ça, c'est dans des cahiers 4, 1912-1913. Et Derrida aussi parlera en fait de Valéry en disant en fait que pour lui en fait cette notion de voix intérieure, ça se rapproche d'une sorte de moi pur, de la source de toute présence, qui serait réduit à une forme de point abstrait. Donc essayer d'une quintessence, trouver la quintessence du style, c'est se rapprocher d'une forme de pureté. Alors peut-être classique si on pense à Valéry, mais aussi peut-être une forme de quintessence de la musicalité pour aller vers quelque chose d'ineffable, peut-être une forme de spiritualité, quelque chose qui permet de nous relier vers l'invisible. Donc la voix, en tout cas, la voix n'est pas un effet, c'est vraiment en fait l'expression du moi profond de l'écrivain. Et ça m'a permis de réfléchir aussi au-delà finalement de Valéry. C'est un surréaliste et celui qui était proche aussi des surréalistes, Georges Bataille, qui parle finalement de l'opération souveraine. Et peut-être que c'est ça aussi le style, c'est-à-dire le prolongement d'une sorte de moi supérieur et surtout l'expansion de la spiritualité, une sorte d'aventure intérieure qui exprime une assesse de l'écriture. Et ça, en fait, je pense que ça, c'est très, très proche de la poétique de Valéry. Développer la personnalité intérieure, ce qu'il appelle le style vrai, ce qu'il appelle la voix, et VOX, mais qui peut être pour nous aussi la voix VOIE. Pour terminer, ce que je voulais dire aussi, c'est que peut-être qu'on est la recherche d'un style, c'est celle d'une voix qui permet de trouver une voix, qui donnerait un aperçu sur le monde, peut-être davantage sur un monde intérieur que sur le monde extérieur, et qu'il y aurait des correspondances entre style, voix, monde imaginaire, voire imaginal, et monde dit réel. La réalité, on le sait tous, finalement, personne en fait ne l'atteint. Donc on en revient à la notion de vérité, définie par Valéry, qui peut-être être aussi un moyen pour nous de réfléchir justement à ce terme qui évite les oppositions entre style et vision du monde. Merci. Merci Fabienne. Bien, on peut engager une discussion. Est-ce qu'il y a déjà des points de vue, des questions à propos de ces 3 introductions? En ce qui me concerne, je voudrais en poser une à Fabienne.
c'est que, mais aussi d'ailleurs à David en même temps, euh, à partir du moment où on définit le style euh, comme une manifestation de la subjectivité, qu'est-ce qui se passe quand le style change? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand est-ce que c'est la subjectivité qui change ou est-ce que c'est le rapport au monde qui change? C'est-à-dire que euh, si on s'intéresse à l'évolution du style chez un même écrivain, et c'est le cas de Gilles Philippe dont j'ai parlé là, dans ce livre, euh, on se rend compte qu'une définition statique du style pose problème, parce que le style se transforme en fonction de la réalité dont l'écrivain veut rendre compte ou bien veut évoquer. Et là, cette évolution du style, est-ce qu'elle ne montre pas que toute manière de figer le style serait au fond une erreur? David ou moi? Oui, allez-y, Fabienne, allez-y, je Alors, répondrai plus c'est tard. vrai que c'est une très bonne question, Antoine. Alors, je dirais qu'effectivement, oui, bien sûr qu'en fait, je pense que l'écrivain, l'artiste, évidemment, change et fait écho avec le monde qui l'entoure. Hein. C'est vrai que l'artiste maudit, l'artiste dans sa bulle, ça n'existe pas vraiment. On sait tous qu'ils avaient aussi des amis, ou quelques amis. Mais je pense qu'il y a... c'est pour ça que j'aime beaucoup le concept, la notion de Paul Valéry, qu'il faudrait approfondir, hein, parce que là, c'est vrai que c'est juste un débat et c'est une petite touche. Je pense que vraiment, il y a une musicalité propre à chaque artiste, chaque écrivain, et qu'on retrouve cette petite musique de livre en livre. Et puis, il y a aussi comment dire, un monde imaginaire qui se constitue avec des mots-clés, avec une façon d'agencer les mots, des figures de style, par exemple l'Anna diplose ou non. Puis il peut y avoir aussi un bestiaire. Enfin, je pense qu'il y a quand même des figures clés qui reviennent comme de livre en livre, comme des champs d'écho, des correspondances. Mais effectivement, je pense qu'il y a une forme de maturité, enfin, en tout cas j'espère pour les écrivains, qui, qui permet d'affiner ou d'aller vers des thèmes en fait, d'être plus amples. Puis il y a toute l'expérience de la vie, bien sûr, qui nourrit les livres. Et je pense qu'il y a... je ne retrouve plus le critique littéraire que vous avez parlé. Ça, Antoine va le retrouver. Chaque écrivain a un monde imaginaire. Bachelard parle de la poétique liée aux éléments, poétique de l'air, poétique du feu, etc. Personnellement, en fait, moi, j'y adhère totalement. Je pense qu'on a vraiment des signes, presque pas des signes astrologiques, mais des constellations d'images qui nous constituent, qui constituent nos imaginaires. Et je sais pas, de perception du monde. Alors, c'est vrai qu'il y a des écrivains qui sont peut-être une perception peut-être plus politique. Personnellement, moi, j'ai une perception beaucoup plus poétique et mythologique. Je pense que forcément, ça influe aussi sur le monde imaginaire, imaginal. Bon, il y a David qui veut répondre et je crois qu'il y a Jean qui veut dire quelque chose. Mais vas-y, David. Merci Antoine. Écoute, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle que ni le style ni rien ne soit vraiment figé, surtout en littérature. Ça nous permet de sortir de ce qu'on appellerait des canons, et encore, même si on parlait de canons esthétiques, ils n'ont jamais été figés au-delà d'eux-mêmes, je veux dire. Il y a bien sûr la question biographique, comme l'a souligné Hélène, bon, très bien. Les imaginaires riches ou moins riches, mais qui sont toujours en émergence dans l'écriture, que ce soit un écrivain ou un traducteur. Moi, je crois surtout que ce qui change ou ce qui évolue, alors la technique, on ne parle pas de la technique, mais c'est quand même une des choses essentielles dans nos métiers, hein. La technique de la langue, ce qu'elle permet, le potentiel que la langue permet, outre les imaginaires auxquels elle permet d'accéder. Je pense que c'est quelque chose qu'on acquiert par la pratique essentiellement. Mais il y a aussi, pour reprendre un peu l'analogie avec les imaginaires, la question des rivets. Moi, j'appelle ça des rivets. Il y a des mots, par exemple, alors je me prends comme exemple, je vous prie de m'en excuser, mais c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus modeste. J'utilise toujours au-dedans dans une traduction. Je ne dis pas dans les mots, je dis au-dedans des mots. Et ce n'est pas une figure de style. Pour moi, ça me permet d'accéder à un endroit où je traduis, effectivement moi, David Ferré, différemment de quelqu'un qui va dire dans les mots.
C'est pas du tout la même façon de rentrer dans la question des mots, si on parle dans les mots. Et je pense que donc il y a effectivement une évolution de la langue de chacun et de chacune, mais je pense en revanche qu'il y a des rivets dans notre façon de construire nos langues littéraires qui sont inamovibles, et que c'est une très bonne nouvelle, parce que justement ils soutiennent l'évolution de la langue elle-même entre chacun de ces rivets. Voilà, c'est ce que je pourrais répondre comme ça spontanément. Jean, Bien, je voudrais remercier nos intervenants et leur demander s'il ne faudrait pas introduire dans le débat un élément qui ne semble pas, enfin, changer un peu de focale, changer un peu d'angle de réflexion. Il y a un élément qui ne semble pas prendre en compte, c'est la langue elle-même. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on peut concevoir les langues comme, sinon des organismes, du moins comme des systèmes qui ont leur propre logique, qui ont leur propre fonctionnement. Et l'écrivain n'est pas toujours agissant, il est souvent agi. Et c'est dans ce rapport à la langue que se mesure sa part de création, d'intelligence aussi, parce que certains qui veulent exister brutalisent simplement la langue au lieu de la respecter, au lieu de l'agrandir, au lieu d'en exploiter les possibilités. Et bon, il me semble que ça recoupe les enjeux de la traduction, évidemment, mais aussi ceux tout simplement de l'écriture. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un style et comment construit-on tout cela? J'aimerais entendre quelques aperçus sur le sujet. c'est bien que tu dis ça, Jean, parce que Colette, qui n'aime pas prendre la parole, a écrit quelque chose en disant est-ce que le style est décidé par l'auteur ou est-ce qu'il ne conduit pas son style sans en être totalement maître. Alors quand tu dis agis par la langue, tu réponds déjà à Colette d'une certaine façon en lui disant ben voilà, c'est la langue qui agit. Sylvestre Lancier. Il faut que je mette mon micro, merci. Oui, alors donc, d'abord, j'ai été passionné par les trois interventions qui sont très complémentaires parce qu'elles ont chacune leur style, je dirais. C'est vrai. On pourrait essayer de qualifier les modalités des trois intervenants et que j'ai beaucoup apprécié. Je les trouve à la fois modestes et brillantes toutes les trois. Elles n'ont pas la même dimension en longueur, en temps de parole, mais elles sont très, très complémentaires. Ce que je dirais, c'est qu'il y a... on pourrait poser la question du côté de l'auteur, mais aussi du côté du récepteur. C'est-à-dire que par rapport à ce que tu disais, Antoine, les styles évoluent. Oui, d'ailleurs, la réception des styles évolue énormément. Un auteur lui-même, pendant la constitution de son œuvre, tout au long de sa vie, on peut déceler chez lui des variations, des changements de style. Et non seulement par rapport à la durée de sa vie, mais par rapport aussi peut-être aux thématiques qu'il aborde et aux thèmes, aux sujets même auxquels il se confronte. Là, il faudrait faire une analyse, il faudrait chercher des exemples, mais il y en a certainement, j'y avais pensé, mais là, je n'ai rien préparé. Là. Donc, et ça, c'est un fait. Mais la réception aussi évolue. La réception, il y a des moments... Alors, la réception, même chose. Le lecteur, toute sa vie durant, quand il va relire des livres qui lui ont parlé, qui ont résonné en lui quand il était jeune, ils ne vont peut-être plus résonner de la même manière du tout quand il aura 40 ans, puis 50 ans, puis 70 ou plus. Et ça, nous l'avons tous éprouvé au cours de notre vie. Et donc, vous voyez bien que nous ne sommes pas réceptifs de la même manière en fonction de l'évolution de notre propre vie. Ça veut dire que nous avons aussi en nous des voix intérieures en tant que lecteur, pas simplement en tant qu'auteur. Là, je rejoins aussi Fabienne à ce niveau-là, qui font ou qui ne font pas résonance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la voix, le style d'un auteur, lorsqu'il est lu et reçu par un lecteur ou un auditeur, s'il s'agit d'une pièce radiophonique ou d'une pièce de théâtre, va résonner d'une manière qui lui convient ou pas. Et ça, il y a des moments, vous le savez, ça serait pareil pour la musique, etc. Alors, pour revenir sur ce que disait Fabienne et par rapport à cette notion de travail de la langue et sur le langage qui nous traverse quand même, comme j'ai pas mal étudié Valérie, et je remercie notre amie Fabienne d'y venir elle aussi, voici ce que Valérie écrivait, je vais être court là, dans son fameux, qui est une sorte de définition de son art poétique,
qu'il avait intitulé L'amateur de poèmes. Il a écrit ce texte très jeune, il avait 22 ans. Voici, je cite ceci. Valérie parle. L'homme est habité par une parole intérieure sans personne et sans origine. Valérie use de ces termes en écrivant qu'il ne se console pas de devoir subir cette parole. Plus tard, on le sait, Jacques Lacan, exégète de Freud, là c'est moi qui parle, écrira que l'inconscient est structuré comme un langage, mais précisément ce à quoi tend le travail du poète, et ça c'est Valérie qui le pense, et moi-même je le pense aussi en tant que poète, c'est un effort puissant de conscientisation et d'ordonnancement de la pensée en l'assurant d'une forme pure. Ce terme, il y revient souvent, Valérie, en précisant ce que Valérie appelle un style. Il est vrai que Valérie, ça c'est mon point de vue, a un style à nul autre pareil. C'est du constat initial, je cite Valérie, là, écoutez bien, incohérente sans le paraître, nulle instantanément comme elle est spontanée, la pensée par sa nature manque de style, je souligne, qu'il va donc s'efforcer d'avoir, et là c'est Valérie qui parle de nouveau, la puissance de proposer à son attention quelques êtres nécessaires, de feindre les obstacles spirituels qui formeraient une apparence de commencement, de plénitude et de fin. Donc, il se situe aux antipodes, Valérie, de ce que feront plus tard les surréalistes. J'arrête là parce que j'ai fait des tas de développements en étudiant Valérie. J'ai fait une intervention de nature beaucoup plus complète récemment aux Journées Paul Valéry il y a quelques jours à 7. Mais là, je trouve que la discussion ce soir est très intéressante et j'ai beaucoup apprécié ce que Fulvio a fait parce que je trouve qu'il l'a fait dans un style qui lui est propre, que personnellement j'apprécie beaucoup. Il avait bien fait d'écrire son texte parce que notre ami Fulvio est très brillant quand il pense et écrit et c'est plus difficile pour lui dans un temps limité de dire les profondeurs, les subtilités de sa pensée. Donc, je remercie les trois et Fulvio en particulier. Merci. Alors, Fulvio, tu as la parole. Il faut que tu branches ton micro, Fulvio. Il est activé, hein? Vous m'entendez? Pas bien. Ben, pourtant, j'ai bien mis... Vous m'entendez, là? Il faut que tu te rapproches un peu, peut-être. Pourtant, je suis direct. Vous m'avez entendu tout à l'heure, j'ai pas bougé. Est-ce que ça vous m'entendez maintenant? Oui. Bon. Non, mais je vous remercie. Déjà, tout à l'heure, c'était faible de niveau. Ah bon? Ouais. Bon, le mystère de la technologie, justement. Que dire? Je voulais, effectivement, la question de la langue, je voulais rebondir sur la question de la langue. Effectivement, Jean évoquait avec raison. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout? Non, ça ne marche pas du tout. Alors, je vais écrire pourtant. Ah, là, ça va. Là. Ah bon? Vas-y. Vas-y, Fulvio. Bon, non, simplement, je voulais rebondir sur à la fois la question que j'avais posée sur l'évolution du style. Il ne faut pas que tu touches à des objets, Fulvio. Ne touche à rien. C'est parfait quand tu ne touches à rien. Ah bon, d'accord. D'accord. Bon, décidément, la technologie. Ben, justement, le style, c'est une technique. C'est renvoie, on l'a évoqué pour les trois, à la question de la technique à la fois de l'écrivain, mais aussi à la technique elle-même des modes de transmission, des modes d'écriture qui se transforment. Et l'un en influence sur l'autre. La langue elle-même, je suis d'accord évidemment avec ce qu'a dit Jean, et ce qui était aussi en filigrane du texte que j'ai proposé, et elle transforme la vision du monde. Je pense je voudrais citer ici l'extrait de Gramsci, la langue devrait être traitée comme une conception ou comme l'expression d'une conception du monde. Il a écrit cela dans ses cahiers de guerre. Ce qui renvoie à, comment dire aussi, à son universalité et sa pérennité, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous m'entendez mal. Bon, en fait, je vais, pourtant c'est mystérieux, tout est branché. Alors écoutez, je vais écrire. Vous m'entendez?
Mais au début, il y avait mentionné que ta bande passante était faible, donc je pense que c'est lié à ça. Mais pourtant, je suis branché sur... Bon, ok, j'écrirai. Bien, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Mais toi, Antoine, dis-nous ce que tu penses de tout ça et quelle est ta pensée personnelle sur ces sujets? Ben, moi, je l'ai dit en commençant, mais tu n'étais Oui, peut-être oui, pas mais là. développe un peu, développe. Tu n'étais peut-être pas là. Mais, moi, il me semble que l'astuce qui consiste à dire au-dedans à la place de dans la langue me saisit pas. Je dis astuce, c'est pas très gentil pour David, mais je pense qu'au-dedans de la langue ou dans la langue, c'est la même chose. Je pense que le style est un travail dans la langue et c'est en même temps un travail sur la langue. Alors, là, c'est plus intéressant. David dit au-dessus de la langue. Je ne sais pas si c'est au-dessus de la langue, mais d'une certaine façon, c'est une transformation de la langue. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est l'articulation avec la position qu'on a par rapport au réel. Si on veut transformer le réel, si on veut transformer le monde, je pense qu'en même temps, on subvertit la langue. C'est-à-dire que je crois que la langue euh, peut bouger avec, c'est comme ça qu'il y a des néologismes, et pas seulement des néologismes, qu'il y a des modes d'expression nouveaux, des modes d'expression nouveaux qui sont d'une certaine façon le fruit d'une compréhension différente du réel. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le changement. Et ce que je crois que je voulais, c'est pour ça que j'ai répondu comme ça à Fabienne, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de comprendre. C'est pour ça que le changement du style est une question capitale chez un même individu. Si le style peut changer, comme tu l'as dit toi-même, Sylvestre, chez un même individu, c'est bien que la réalité appelle ce changement et qu'il y a quelque chose qui se passe entre la réalité du monde extérieur que l'écrivain décrit ou dont il rend compte et sa manière d'écrire. Voilà, c'est ça que je voulais essayer de cerner. Et il me semble que beaucoup d'entre nous insistent sur le style lui-même, mais pas sur le rapport qu'il y a entre le style et la manière dont le monde évolue. Le style évolue comme le monde évolue. Ce qui est intéressant, c'est dans quelle mesure, dans quelle proportion le style reflète les transformations du monde à travers la subjectivité d'un écrivain. D'accord, mais si on prend l'exemple de Marguerite Duras d'un côté et de Andrei Makin de l'autre, oui. Marguerite Duras, de mon point de vue, de récepteur, de lecteur, a conquis d'emblée un assez vaste public de gens qui aiment la littérature, qui aiment lire, parce que justement, elle a fait un travail sur la langue, elle l'a rendue accessible sans l'appauvrir, sans l'amoindrir. C'est ça qui est formidable chez Duras, c'est un exemple, on pourrait en prendre d'autres. Elle écrit simple et cette simplicité, ce n'est pas du simplisme. Elle fait mouche à chaque fois parce que c'est concis, c'est sobre et ça dit beaucoup plus. Ça ne dit pas tout, ça suggère beaucoup finalement, mais en même temps, c'est très descriptif sans être long. C'est ça qui est formidable. Alors que si on peut prendre Makin, il a pu toucher des âmes sensibles au départ, mais maintenant, on voit bien qu'il est, c'est mon point de vue de récepteur, de lecteur là qui parle, qu'il est presque prisonnier de cette forme un peu empruntée, d'abord de son rapport à deux langues différentes et à deux imaginaires différents. Il est un peu empêtré maintenant dans son imaginaire d'ascendance russe. Et je pense qu'en lisant les différents livres de Makin, il n'a pas évolué dans le bon sens en publiant d'autres livres. C'est mon point de vue. On peut ne pas être d'accord avec moi. Mais ça veut dire qu'effectivement, la question qui se pose pour un écrivain, de mon point de vue, c'est est-ce que mon style, à un moment donné, me convient? Est-ce que je suis en accord avec mon style? Et est-ce que je sais pourquoi c'est ce style-là dont je veux user, même si je sais qu'en usant, je vais restreindre un public de récepteurs, mais je m'en fiche, c'est un choix personnel, ou est-ce que je vais sortir de ce style que je ressens peu à peu comme m'enfermant pour en changer. Et voilà. D'ailleurs, il y a un exemple que j'aime citer à chaque fois, c'est Fernando Pessoa, qui a utilisé des styles différents, sous des noms de plumes différents. Et ça, je trouve c'est très intéressant, c'est impressionnant même. Je pense que
un écrivain qui a la passion de la littérature devrait tendre à faire cet effort. En avons-nous la capacité? Moi, je ne sais pas, j'en serais peut-être pas capable, mais je pense que c'est intéressant cette approche-là. Pour dire certaines choses d'une certaine manière, on a besoin d'un style particulier. Moi, c'est ce que je pense. Avant de donner la parole à Thierry, je te dirais juste un mot sur Duras, parce que moi, j'avais commencé en parlant de Duras et de son langage ordinaire, justement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus écrire comme Duras. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Duras a trouvé quelque chose, ensuite, ça s'est banalisé, sa manière d'écrire. Ah oui, oui. Et la question, c'est qu'aujourd'hui, créer, c'est pas écrire comme Duras. Créer, de mon point de vue, c'est forcément trouver d'autres formes en rapport avec les transformations de la réalité et avec la manière dont chaque subjectivité s'inscrit dans ce processus de transformation de la réalité. Je comprends. J'ai pris l'exemple de Duras parce que j'ai dû m'absenter pour faire rentrer Thierry dans la conférence et donc j'ai perdu cette intervention de ta part à un moment donné au début. Oui, parce que, oui. Thierry? Oui. La question qui m'intéresse, c'est ce que vient de dire Antoine tout à l'heure en disant le référent a changé. Et comme le référent a changé, le style doit changer. C'est-à-dire que, est-ce qu'il est possible d'établir une liaison entre le référent et un travail sur le signifiant et le signifié? Le style serait un travail sur le signifiant par rapport, pour produire un certain signifié d'une certaine époque. C'est intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant, mais je considère aussi que c'est une question, je veux dire, c'est une question énigmatique. On ne va pas trouver la réponse. Alors, ce n'est pas la raison parce qu'elle est énigmatique pour ne pas la poser, mais je trouve que c'est vraiment difficile, même si derrière cette idée, il y a l'idée d'une matérialité, d'un matérialisme social que je comprends, auquel je souscris d'une certaine façon. Pour moi, la grande difficulté, c'est comment pourriez-vous me prouver cette liaison? Voilà. C'est un premier point. Le deuxième point, qui est un point pour ma part qui s'enracinerait dans la culture, au sens qu'il fut une époque assez lointaine maintenant, où l'apprentissage du style, c'était l'apprentissage par la copie, la répétition des anciens. Je pense à deux choses. Utiliser une période grecque qu'on peut retrouver dans la langue française par un enchaînement de relatives et de qualificatives et autre chose dans la phrase, ou éventuellement retrouver une période latine. Donc, je trouve que ça, c'est perdu. Et je pense que ce qui s'est perdu, c'est parce que l'enseignement de cela s'est perdu. Les grands auteurs donnés comme modèles ont été d'une certaine façon rejetés, et c'est peut-être la raison pour laquelle nous avons ce style affadi actuellement, où on parle plus du fond que de la façon dont c'est écrit. Donc voilà. Pour moi, c'est un problème qui s'articule sur deux choses, c'est-à-dire la question d'une certaine transmission, c'est-à-dire que je ne peux avoir un style particulier que parce que j'ai pu absorber d'autres styles avant, je les ai compris, sans faire de la manière d'eux, mais c'est un peu ça d'une certaine façon. Et puis, de l'autre côté, cette liaison qu'essaye de faire Antoine Spire entre le référent change et tout ça. Alors, ça m'inquiète parce que je pense que la société, le monde est de plus en plus complexe et je trouve que le style est de plus en plus, comment dire, il y a de moins en moins de style d'une certaine façon. Alors, je dirais qu'on est un peu dans la démarche inverse,
d'un réel très complexe et je ne suis pas convaincu, quand je lis certaines choses, que cette transcription du réel, par la platitude stylistique que l'on a bien souvent, soit retranscrite dans sa complexité. Voilà, c'était plus des remarques qu'autre chose. Merci. Alors, c'est curieux parce que Tenenbaum, Gérald, qui nous écoute là, je ne sais pas pourquoi il ne s'exprime pas par oral, nous dit dans la conversation comment se fait-il que les médias n'évoquent presque plus le style dans leurs chroniques et se concentrent sur ce que ça raconte, comme si le style ne racontait pas. C'est vrai pour les médias, mais il y a aussi le problème que quand on parle de vraie littérature, et c'est ma réponse à Thierry, quand on parle de vraie littérature, inévitablement le style, le commentaire sur le style vient. Et moi, comme je lis beaucoup de littérature contemporaine, il y a de la grande littérature contemporaine, et contrairement à ce que dit Thierry, la littérature ne s'affadit pas si on veut bien lire ce qui paraît et qui est intéressant. Je prendrai un exemple, par exemple, avec le livre de Tanguy Viel, par exemple. Eh ben, Tanguy Viel est arrivé à trouver une forme extraordinaire qui correspond exactement à son propos et qui a complètement changé par rapport à ce qu'étaient ses premiers livres. Oui, c'est vrai. Je trouve que, si vous voulez, l'évolution, c'est pour ça que je me permets d'indiquer, et c'est ce que j'ai dit au début de cette rencontre, et j'ai été absolument fasciné par ce livre de Gilles Philippe, dont j'ai parlé, pourquoi le style change-t-il? Parce que si on s'intéresse à l'histoire du style chez un même auteur, et qu'on voit effectivement les transformations du style, eh bien, mon cher Thierry, on voit à travers le style, chez un vrai auteur, les transformations de la réalité. C'est-à-dire, on voit bien que sa prise de parti dans la réalité a transformé son style. Et alors, j'ai pris l'exemple de Duras, mais c'est vrai qu'à la fin de sa vie, où ses derniers romans ne sont pas du tout écrits comme l'étaient les premiers. Regarde, je vais prendre un exemple, parce que la douleur, ça vient très tard. La douleur, c'est un livre qui vient très tard. Et l'écriture, puisqu'on parlait tout à l'heure de Duras, l'écriture de la douleur, si c'est vrai qu'il y a l'écriture banalisée presque à son époque, quotidienne, qui s'y exprime, il y a autre chose qui vient dans la douleur qui n'était pas dans les romans d'avant. C'est une manière, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, c'est une manière d'évoquer le temps et la transformation du temps. Et la transformation du temps, c'est en même temps une transformation du style chez elle. Et je trouve ça très extraordinaire. Si tu prends donc l'histoire de l'œuvre de Duras, tu peux mesurer cette évolution du style. Alors tu vas me dire que je prends quelqu'un sur lequel on est tous d'accord que c'est un vrai écrivain. Mais j'ai pris Tanguy Viel, je pourrais en prendre d'autres qui aujourd'hui me paraissent en train d'évoluer. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est de saisir si cette évolution a quelque chose à voir avec l'évolution de leur rapport au monde. Et je crois que oui. Oui, je pense aussi. Je partage ton point de vue, Antoine. Il faudrait prendre d'autres exemples. Fulvio veut dire quelque chose, mais j'espère qu'il a réparé son ordinateur. Vous m'entendez? Oui. Bon, oui. Non, on parle plus loin. Ça va pas. J'ai un ordinateur neuf. Mais écoute, j'ai bloqué dans ma communication. Non, ça. Essaye de te mettre plus en avant, mais quand tu te mets plus en avant, ça a l'air d'aller mieux. Approche. Essaye. Vas-y, là. Non, ça va pas. Non. Bon, bah, écoutez, je vais écrire ma question. Non. Ok. Ça passe pas. Ça ne passe pas, Fulvio. Un autre exemple, est-ce que L'Âge d'homme de Michel Leiris, que tout le monde a lu, on le reçoit aujourd'hui quand on le relit de la même manière que lorsque nous l'avons lu quand nous avions 20, 25 ans ou moins ou plus, peu importe. Maintenant, moi, je n'en suis pas sûr. Je l'ai relu à différentes reprises et je ne l'ai pas reçu de la même manière et j'ai moins adhéré lors de mes dernières lectures lors de mes premières lectures. Donc, ça veut donc bien dire que ce qui avait été percutant ou perçu comme tel dans ce style adopté par Leiris à l'époque de la publication l'est beaucoup moins aujourd'hui.
enfin, du moins pour un lecteur que je suis, il ne faut pas généraliser. Peut-être que d'autres le trouvent toujours aussi percutant et ça résonne autant chez eux. Pour moi, non, moins. Je ne sais pas analyser pourquoi ni comment d'ailleurs, mais bon. Donc il y a bien des variations et dans la réception et dans l'émission, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu Proust plusieurs fois. Moi, il se trouve que j'ai eu 2 périodes de ma vie où j'ai eu le temps de lire Proust, pour des raisons biographiques sur lesquelles je ne m'attarderai pas, et où j'ai eu le temps de lire la totalité de la recherche. Eh bien, ces 2 périodes sont à 15 ans de distance dans mon existence, et franchement, je n'ai pas du tout la même opinion à 15 ans de distance. C'est-à-dire qu'au fond, alors c'est un peu ce que disait Fabienne aussi, elle l'a dit tout à l'heure, quand on reprend un livre, il y a d'autres choses qui apparaissent, d'autres éléments, et au fond, on a une nouvelle lecture, là aussi, de ce livre. Jean, tu veux dire quelque chose? Colette, moi, je veux parler. Attends, il y a Jean qui veut dire quelque chose, et ensuite Malik. Vas-y, Jean. Bon, je vais être très bref. Je dirais que oui, moi aussi, j'ai lu 3 fois Proust, enfin 3 fois la recherche, après j'ai lu d'autres choses. Et la première fois, j'ai admiré certaines pages. J'étais étudiant, mais je n'ai rien compris. Ou plutôt, j'ai lu parce que j'avais une bonne capacité de lecteur, mais à de certains moments, j'ai failli m'ennuyer, enfin, je l'avoue simplement. La deuxième fois, j'ai eu déjà quelques grands bonheurs. Et la troisième fois, ça a été une jubilation constante, au point que j'hésite à reprendre parce que je me dis, je ne retrouverai peut-être pas le même bonheur. Il faudra pourtant que je le fasse. Mais vous ne m'en laissez guère le temps en ce moment. Et il me semble que ça tient à la manière dont fonctionne l'univers de Proust. C'est-à-dire que la troisième fois, j'étais capable de comprendre dès la première page ce que ça aurait comme conséquence 3 tomes plus loin. Et il faut connaître la recherche par cœur pour apprécier chaque moment. Et, enfin, tout de moins, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Mais bon, je me demande si l'exemple de Proust est bon, parce c'est vraiment un univers très particulier. Voilà. Malik avait demandé la parole. Malik. Mais parce que moi, je voulais parler de quelque chose. Je demande quel est le poids du style par rapport au contenu du texte. Parce qu'en fait, on ressemble à des conquérants de la modernité. On veut exposer, dire que le style, moi, je n'ai pas de style. J'écris comme je le ressens. Et que ce soit Marguerite Duras ou autre, nous devons parler de nous-mêmes, ce qu'écrit Sylvestre Plantier, son style, le style d'un autre, au lieu de citer ces gens-là. Il faut que nous ayons notre identité par rapport à l'écriture. Parce qu'on tourne en rond, Moi, je préfère le contenu que le style. Parce que le contenu, c'est ça qui m'apprend quelque chose. Ce n'est pas la musique des mots. C'est comme ça, c'est mon regard que je porte sur l'écriture. Je ne vais pas pinailler avec le style pour ne rien dire. Je vais essayer parce que quand on écrit, on transmet quelque chose. C'est cette transmission qui m'intéresse dans l'écriture. Je ne porte pas de style. Pourtant, si, Malik. Pourtant, on ne peut pas dire pinailler là-haut. On identifie ton écriture. Tu appartiens à une certaine école, à une certaine ambiance, à une certaine pratique de la langue. On ne peut pas dire pinailler en plus en parlant du style. Alors là, moi, ça m'effraie. Je retire le mot, Colette. Non, parce que moi, au contraire, je mets le style presque au-dessus du contenu. Donc, enfin, pas au-dessus, mais pour moi, il est très important. Nous sommes poètes, Colette, et nous en sommes tous, les poètes, je pense, persuadés. Alors justement, il y a quelqu'un... C'est Valérie qui l'a dit. C'est Valérie qui l'a dit dans la préface de la réédition de Charme, avec celle qui est commentée par Alain, où les textes sont. Il y a les textes de Valérie, il y a les textes d'Alain à côté. Et Valérie écrit mes vers ont le sens qu'on leur prête, celui que je leur donne ne s'applique qu'à moi. Et il dit en somme que son souci à lui, c'est de trouver une forme parfaite et qu'après,
on se débrouille avec le sens. Et je pense que beaucoup de poètes sont sur cette ligne. Et pas seulement des poètes, Jean, parce que je me souviens d'un texte qui était à forte teneur autobiographique, mais l'écrivain, à un moment donné, le fond compte pas tant que ça, c'est toute la question, c'est l'écriture. Et finalement, il n'y a que ça qui compte, même dans la prose, hein, à un moment donné, il n'y a que ça qui compte. Même quand dans ce texte-là, c'était un texte pourtant à forte teneur autobiographique, j'aurais pu être beaucoup sur le fond, mais à un moment donné, non, ce qui compte, c'est l'écriture. Oui, pour moi, c'est primordial aussi. Il n'y a que du sens et pas de style, si ce n'est pas un polar, je m'ennuie. Mais il y a forcément du sens. C'est-à-dire qu'un texte, ça produit du sens. Après, peut-être que notre recherche, c'est justement de créer les conditions de l'émergence d'un sens sans nous préoccuper trop du rapport à la réalité. Chaque texte crée une réalité. Je crois que, si tu veux, on s'égare un petit peu, à mon avis, en opposant, mais sans doute. En opposant style et sens, et style et contenu. Et je voudrais dire à Malik, pour avoir commencé la lecture de son dernier livre, il me semble qu'il a, comme l'a dit Jean, incontestablement une écriture. Il y a ce qu'il dit, et puis il a une écriture, c'est une manière de le faire passer. Mais je crois qu'on ne peut pas installer un commentaire séparé des contenus et des formes. Je crois que ce serait une erreur. Et je vais prendre un exemple avec un écrivain que j'ai beaucoup lu, qui est Quignard. Voilà. Quand on lit Quignard, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres, mais je ne vais pas tous les citer, mais je dis seulement toute son œuvre. Au fond, petit à petit, le sens de l'œuvre de Quignard, je dirais que c'est la célébration de la beauté. Célébration de la beauté qui traverse la forme, qui vient à travers la forme qu'il utilise. Mais comment opposer la forme et le contenu? Il y a des moments, je le dis à Malik, où je ne sais pas ce que dit Quignard. Peut-être je ne comprends pas parce que ça me dépasse, je ne suis pas assez intelligent, je ne sais pas très bien ce qu'il dit, mais je suis content, je trouve ça beau, ça me plaît. Voilà, je lis les pages et puis je trouve que c'est bien, il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment très très agréable. Eh bien, c'est pour ça qu'on ne peut pas séparer le contenu, me semble-t-il, de la forme. Oui, Fabienne. Oui, je voulais ajouter une petite remarque par rapport à ce que tu as dit, Antoine, quand tu disais finalement vouloir le changement. Je ne sais pas si l'écrivain veut absolument le changement, enfin si c'est forcément conscient. Après, il y a des écrivains plus politiques. C'est vrai que quand on parle des poètes, ou même, je sais pas, des surréalistes, je pense à Mandiargue, par exemple, qui a vraiment un style flamboyant, peut-être qui paraît démodé pour certains aujourd'hui, mais en tout cas, qui a vraiment une écriture, j'ai l'impression toujours, quand je lis, c'est comme du brocart qui se déroule. Est-ce qu'il voulait le changement? Non, en fait. Mais c'est la puissance de son imaginaire. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais de mon imaginaire. En fait, je pense que aujourd'hui, on est comme dans un univers aussi où il y a beaucoup de censure, il n'y a pas beaucoup de liberté, je trouve, d'expression. Donc, peut-être que des fois, la force d'Eros et la puissance fantasmatique, finalement, de certains écrivains, on n'a pas Léris, là, je pense à Mandiargue, même Grac, etc. Est-ce que c'est pas aussi une manière de changer le monde, en tout cas d'apporter au monde un peu de liberté? Moi, je verrais plutôt cela en ces termes. Alors peut-être parce que je ne me pose pas du tout comme un écrivain politique, mais je respecte tout à fait les sensibilités des uns et des autres. Il y a Fulvio qui veut reparler. Oui, oui, je sais, ça peut être... Vous m'entendez là? Oui. Bon, je vais changer de place. Écoutez, j'avais tout à l'heure cité Kundera, dans un extrait de son essai sur le rideau. Vous savez que Kundera a beaucoup écrit sur le roman, évidemment, et autour, évidemment, des romans. Et il évoquait justement le fait qu'aujourd'hui, parce que, bon, on peut effectivement suivre l'évolution d'un écrivain et qui, dans nos styles, reflète l'époque. Mais lui-même était très pessimiste. Beaucoup d'auteurs, je pense aussi à d'autres écrivains qui ont arrêté d'écrire. Parce que l'époque dans laquelle nous sommes plus que, bon, bien sûr, ne favorise pas nécessairement. Il disait,
je recite la situation, c'est qu'aujourd'hui, on veut des œuvres qui se conforment, qui soient conformistes, qui n'explorent plus d'autres territoires d'une certaine façon. Enfin, c'est son opinion, sans doute est-elle trop négative, mais enfin, je trouve qu'il est important de l'entendre. Valéry, bon, j'aime beaucoup le Valéry, je l'ai beaucoup lu aussi, mais il disait aussi, dès les années 20-30, que le lettré, le public cultivé, était déjà en train de se transformer et en train de disparaître. On peut se lire entre nous, mais en fait, je suis un peu peut-être trop négatif en disant ça, mais le moment dans lequel nous sommes nous oblige à faire ce basculement qui effectivement oblige à retrouver les sources de l'intériorité, ça c'est certain, mais aussi nous conduit à revisiter peut-être les formes anciennes. Pour faire court, ça peut être une piste. Mais en fait, je veux insister sur le fait que, l'époque dans laquelle nous sommes nous oblige à une transformation radicale et tenir compte du milieu, le milieu littéraire qui change, mais aussi les nouvelles formes qui sont induites par l'espace numérique. Voilà. Est-ce que j'étais assez clair j'ai fait passer mon message. À mon avis, tu as changé par rapport à ton introduction, c'est-à-dire que tu es plus déploratoire. Tu rejoins Finkielkraut sur la déploration par rapport à aujourd'hui. Et moi, je n'aime pas du tout ce ton déploratoire. Je suis en désaccord avec ça. Je pense que si on veut bien explorer ce qui existe, il y a énormément de choses formidables. Il faut arrêter de dire que l'atmosphère n'est plus à la littérature, etc. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Enfin, à mon avis, c'est idéaliser le passé. Mais David Ferré voulait dire quelque chose. Oui, merci Antoine. Je n'ai peut-être pas été assez clair, d'ailleurs je ne l'ai sans doute pas été du tout, mais je crois que le style est précisément le lieu de la censure aujourd'hui. En tout cas dans le domaine de la traduction, pardon. C'est-à-dire que pour reprendre un peu, pas sur un ton déploratoire, mais beaucoup des interventions qu'on a entendues là, le nivellement par le bas, puisqu'on pourrait l'appeler comme ça d'un point de vue stylistique, et c'est vrai que je parle plus du théâtre que du roman, peut-être qu'il faudrait le préciser, a lieu aussi dans ce qu'on appellerait, entre guillemets, la démocratisation, c'est-à-dire l'élargissement des publics. D'accord ? Et que donc on demande aux traducteurs, si ce n'est aux auteurs, de bien vouloir avoir une langue accessible. Et donc ce qui est en jeu là, et sans aucun jugement de valeur, bien que je pourrais en faire, mais ce n'est pas le lieu, c'est l'accessibilité des récits qui seraient traduits et présentés au public français. Mais on peut juger la question de la qualité stylistique, mais pour le coup, ça, je ne me permettrai pas de le faire et je n'en ai pas les moyens. Mais c'est ça surtout qui, je crois, est à l'œuvre à travers la problématique que pose le style aujourd'hui, en traduction en tout cas. David, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient un peu apporter de l'eau à mon argumentation, c'est qu'effectivement, et ça, je suis en désaccord avec l'enthousiasme de David, d'Antoine, les cadres vont vers cette simplification, vers cette normalisation, bien sûr, contre laquelle il faut se battre, mais il faut prendre la mesure du défi. Bien sûr, il y a des démarches personnelles qui sont couronnées de succès, mais le défi est colossal. Enfin, voilà. Mais bon, ceci dit, il faut se battre. Voilà. Merci. Il y a quand même quelqu'un qui a pris la parole tout à l'heure, je suis content, c'est Mathias Lair. Moi qui aime lire Mathias depuis longtemps, je n'ai pas tout lu de lui, mais j'essaye de me tenir à jour. Je perçois quand même que Mathias, enfin, je ne sais pas si je parle sous ton témoignage, Mathias, tu repenses une forme nouvelle presque à chacun de tes livres. Enfin, c'est la perception que j'ai eue jusqu'à présent. Et tu varies beaucoup dans les usages que tu fais de ta propre langue, selon d'ailleurs les thématiques que tu abordes et ce que tu veux nous transmettre. Enfin, c'est ce que je ressens chez toi. Voilà. Oui, mais je ne sais pas si je le pense, hein, mais en tout cas, ça me vient comme ça, oui.
Et puis, j'ai l'impression que chaque fois, c'est différent et j'aime bien ça. J'aimerais pas être toujours, comment dire, être toujours dans le même sillon. Ouais, à chaque fois c'est nouveau. Ben, tant mieux. Oui, oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc j'imagine que par rapport aux propos que tient notre ami Antoine, tu serais plutôt en accord avec ça, je pense. Moi, je suis assez en accord avec Antoine aussi. Oui, moi aussi. Dans les prix que je vois Oui. défiler la GDL, on reçoit plein de bouquins, des bouquins que je n'achèterai pas, dont je n'ai jamais entendu parler. Je suis étonné par les talents qui se révèlent. Il y a vraiment des très beaux livres. Très beaux livres. Oui. Oui. Très bien. C'est bien. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va s'arrêter là. Ah, juste une petite remarque par rapport au style et pour le côté positif. Je pensais au succès des livres d'Alain Damasio dans le domaine de la science-fiction, enfin plutôt en fait science-fiction prospective, philosophique. En fait, il y a vraiment un style. Et en fait, ce sont des livres qui sont difficiles à lire. J'avoue que j'étais surprise et agréablement surprise par la réception auprès du public. Donc c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec ce que dit Antoine. Je pense qu'il y a énormément de talent, il y a énormément, je pense, de recherche. Alors après, il y a un autre problème, c'est la communication sur ces talents et toutes ces recherches stylistiques et littéraires. Et ça, c'est un autre problème. Merci. Et si je peux me permettre juste de rajouter ici quand même un petit point que j'ai rapidement abordé et je crois moi je trouve qu'il est important, c'est qu'on écrit de plus en plus, je ne sais pas, mais en tout cas on publie de plus en plus. On vit dans une société média éditrice, d'accord, méga éditrice. Quel que soit sans rentrer dans la question de l'édition aujourd'hui, ça démultiplie les publics, mais une grande majorité aujourd'hui, en raison de aussi la présence de l'audiovisuel dans notre société, a mis au devant de la scène éditoriale l'efficacité du récit, pour ne pas dire du storytelling, et que on pense ce qu'on veut du storytelling, mais il y a aussi un style dans le storytelling, mais surtout qui est validé par l'efficacité de ce dont ça parle, qui n'est plus vraiment une question stylistique. On est efficace dans un récit ou on ne l'est pas. Bon, ça apparemment c'est quelque chose plutôt lié à la dimension médiatique de l'édition, de livres ou de films. Moi je crois que j'aurais eu envie en tout cas de clore pour ce qui me concerne avec la question du ton, de la tonalité plus que du style d'un livre. Je relisais, pardon Sylvestre de te citer, un de tes ouvrages à la maison il y a quelques semaines où je le parcourais exactement. Je me dis tiens il y a un ton. Peu importe, et Malik, pareil, j'ai eu le dernier livre de Malik, merci. Il y a un ton, je ne sais pas comment on peut définir le ton. On définit la tonalité en peinture. Comment est-ce qu'on définit le ton d'un texte? Moi, je sais que quand je traduis, à un moment donné, je me dis, tiens, j'ai le ton de ce texte. Je ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais qu'il y a un ton. Et ça, pour le coup, ça dépasse largement la question de la médiatisation de la littérature contemporaine, voire de la forme. Et je trouve que ça pourrait être intéressant peut-être un jour de s'interroger sur ce qu'est le ton dans l'écriture contemporaine ou pas contemporaine. Voilà. Je te rejoins là, sur ce que tu disais sur l'efficacité telle qu'elle est voulue, pensée et perçue par les éditeurs et par certains auteurs qui se modèlent sur cette pseudo ou soi-disant efficacité, parce que c'est ce qu'on met en place sur les têtes de gondole et c'est ce qui se vend pour l'instant. Et ça, c'est le contraire de toutes nos discussions de ce soir, effectivement. Ça, c'est autre chose. Merci de l'avoir dit, David. Moi, je ne suis pas entièrement d'accord. Je ne suis pas entièrement d'accord parce que même sur les choses qui sont têtes de gondole, il y a quelquefois des choses absolument formidables. Regardez l'année dernière les livres qui sont arrivés en finale au Goncourt. Moi, je n'ai pas aimé le Goncourt. Bon, mais on peut en penser ce qu'on veut. Il est vendu 1 million d'exemplaires. C'est un livre qui a incontestablement une écriture et qui est dans le cadre d'un projet littéraire qu'on ne peut pas ignorer. Bon, c'est bien sûr marqué par l'école d'où il vient, évidemment, mais je ne vais pas en dire plus. Mais d'une certaine façon, moi je crois que c'est une caricature de cette école. Mais peu importe, le travail qu'il a fait est quand même un travail original sur la langue, sur la transformation de la langue, qui me paraît très intéressant. Et justement, ça change par rapport à d'autres choses que ce même auteur avait fait. Et je vais prendre un livre qui a été battu et qui était dans la finale du Goncourt, le livre de Toledo, de Camille de Toledo. Et le livre de Camille de Toledo, il était dans le devant de la scène, puisqu'il a été dans les 4 derniers du Goncourt.
je trouve que c'est un livre extraordinaire de compréhension du monde. C'est un livre absolument fantastique sur l'interpénétration du passé et du présent, sur le rapport qu'il y a entre la conjoncture allemande et la conjoncture française. Comment est-ce qu'on peut les vivre à la fois? C'est une découverte extraordinaire. Et les médias en ont beaucoup parlé. Et ce n'est pas parce que les médias en ont beaucoup parlé que c'est un mauvais livre. Ce n'est pas parce que les médias en ont beaucoup parlé que c'est un bon livre, mais c'est pas non plus que c'est... Donc il faut faire attention. Il ne faut pas dire, voilà, nous on parle forcément de la littérature, et puis à côté il y a les médias qui parlent d'une mauvaise littérature. Je crois que ce n'est pas juste. Je crois qu'il y a effectivement des livres qui sont gonflés artificiellement à cause du processus publicitaire, d'accord, mais ce n'est pas l'ensemble du système. Il y a des choses qui échappent à l'ensemble du système. D'ailleurs, si ça n'échappait pas, il y aurait des recettes toutes faites pour faire des best-sellers, etc. Et tous les éditeurs vous diront qu'ils ne savent pas très bien pourquoi un livre réussit. Ils ne savent pas très bien pourquoi un livre prend et touche des centaines de milliers d'exemplaires. Qui aurait prédit que le Goncourt irait à 1 100 000 exemplaires cette année? Antoine, je ne suis pas sûr que ni David, enfin je ne peux pas parler pour lui, en tous les cas, moi, je n'avais pas du tout en tête les exemples auxquels tu penses. Pour moi, ce n'est pas ça les pseudo-livres qui cherchent une efficacité scénaristique. Non, non, non. Et je crois d'ailleurs que les Goncourt ont voulu montrer justement qu'eux aussi, ils pouvaient être à côté ou voir les choses autrement. Non, non, ce n'était pas ça qu'on aurait eu en tête. Non, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là. C'est encore autre chose. Ça. Oui. Bon. Ben, on s'arrête là. Écoutez, je vous remercie tous de tout ce que vous avez apporté dans cette discussion. Je voudrais rappeler deux moments importants qui vont venir pour le Pen Club. Le 7 octobre prochain, donc c'est tout près, c'est dans 6 jours. Nous allons avoir aussi par Zoom un débat sur la littérature de langue française d'Amérique, qui sera mené par Philippe Pujas et Malik Gara. Et pour nous, c'est très important. Il y a de très grands écrivains qui sont invités. Et je me réjouis vraiment du recrutement que Malik et Philippe ont fait de ces grands écrivains. Je crois que Sylvestre y a contribué aussi. Et ce sera un grand moment pour le Pen Club. C'est donc le 7 octobre à 18h par Zoom. Et puis le 12 octobre, alors là en présentiel, puisque maintenant on dit en présentiel, à la Bibliothèque de France, à l'occasion du centenaire de notre Pen Club, nous allons avoir 3 débats sur la censure. Ces débats, on peut s'y inscrire très normalement et vous pouvez y venir. 3 débats qui vont se tenir donc toute l'après-midi de 14h à 19h donc, à la Bibliothèque de France sur la censure, l'autocensure, mais aussi la censure sociétale, c'est-à-dire la censure étatique, la censure sociétale et l'autocensure. Et dans ces trois moments, il y a de nombreux écrivains qui vont nous accompagner pour évoquer ces 3 thèmes. Et vous pourriez y assister, y contribuer efficacement. Merci. Je ne crois pas qu'il y ait besoin d'une inscription. Je me trompe. Non, je ne crois pas. Non, parce que tu as parlé d'inscription. C'est sans inscription, c'est entrée libre et c'est au petit auditorium, à la bibliothèque Mitterrand. Merci Colette. Et vous avez toutes les informations aussi sur notre site. Merci. Nicolas. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.